un peu plus nombreux. Bon, je vais défiler pour les présents. Donc, je vois que ça a été, ceux qui m'ont rendu les exercices étaient plutôt bien faits, d'accord, vous avez plutôt bien compris. Donc on va passer donc aux corrections du questionnaire Pronote et de l'exercice qui était à faire pour aujourd'hui. Au passage, le questionnaire Pronote, est-ce que j'ai des retours? Ah mince, ça a expiré. Alors, questionnaire le 8, oui, je crois que c'est ça, oui, le 8. Il est, je sais pas, il est là. Il est ici. Alors, vous voyez, là, il y a Laurent, bon, ça c'est normal. Pauline, je suis étonné qu'il n'a pas fait le questionnaire. Myriam. Dana n'a pas fait le questionnaire. Biel, ça fait plusieurs fois. Aïssa, pourtant je lui ai dit, il a toujours pas fait. Elliot, il a pas fait du tout les exercices. Donc là, ça va pas du tout. Donc, ça. Donc là, il y a un manque de travail quand même. Alors, on va corriger le questionnaire. Donc j'ai préparé le questionnaire. Donc là, c'est pas très grand. Je vais agrandir un petit peu plus. De décaler ça. Alors, il fallait donc donner, vous souvenez-vous, pour mettre sous la forme une racine carrée sous la forme A racine de B, d'accord, il fallait trouver une décomposition pertinente qui me permet d'écrire sous cette forme là. Donc, ah, c'est parce que j'ai pas mis assez gros, voilà, peut-être là du coup c'est mieux. Donc ça, il y en a qui n'ont toujours pas compris quelles étaient les expressions qui étaient intéressantes ou pas. Donc le premier, en fait, on va toujours utiliser ceci. Le cours, ça je vous rappelle, le cours, on va utiliser bien sûr que le fait que quand j'ai racine de A fois B, comme ça, alors pensez bien à aller jusqu'au bout, hein. Il y en a qui s'arrêtent à A là, la barre de fraction, la barre de la racine carrée, pardon. Donc allez bien jusqu'au bout du calcul en fait. Et ça, donc, vous savez, je pense que c'est racine de A fois racine de B. Donc si je prends le A par exemple, d'accord, la réponse A, si je prends cette expression là, est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Connue. Ouais, ils n'ont pas de... Voilà, ils n'ont pas de racine carrée connue, vous voyez, ça ne donne pas un entier. Donc là, on connaît racine de 3, c'est pas un entier, c'est pas une des valeurs connues. Et racine de 6, pareil, c'est pas un entier, c'est pas une valeur connue. Donc ça, c'est pas pertinent. D'accord? Donc on le fait pas. Le B, on fait pareil pour le B. Et là, on voit que le B, c'est 2 fois 9. Donc si j'applique le cours racine de 2 fois plus loin racine de 9, ça, c'est connu. D'accord? Et donc ça va faire racine de 2. Racine de 9 doit être connue, ça doit être 3. Et au final, je peux écrire donc A racine de B, c'est-à-dire 3 racine de 2. Donc donc je rappelle ça, c'est connu. Ça vaut 3, ça à connaître. Puisque 3 au carré, ça vaut 9. Et du coup, là, j'ai la valeur de petit a. Et là, j'ai ma valeur petit b. Et pour ceci, là, avec les plus, ça marche pas du tout. Donc avec les plus, c'est pas du tout compatible avec la racine carrée. Donc même si c'est vrai que 9 plus 9 ça fait 18 et que 16 plus 3 ça fait même pas, je me suis même trompé, j'aurais dû mettre 2. Ça marche pas du tout. Donc l'élève qui a mis D, il n'a pas compris le fait que il fallait utiliser ce résultat du cours là. Ça c'est important ça. Des questions? Donc ça vraiment c'est la base quoi. Il faut comprendre que la racine carrée elle est compatible avec la multiplication. Et que si je veux simplifier et mettre sous cette forme-là, A racine de B, ben je dois utiliser une multiplication d'une part, et dans la multiplication, dans mes facteurs, je dois avoir les racines carrées connues. Donc les racines carrées connues, je vous rappelle, hein, c'est à partir de 4, c'est dans le cours. Hein. Bonjour Badis, en retard. Mettez là, c'est bien. On t'a appelé, je suppose, non? Non. Donc les racines connues, je vous rappelle que c'est ça, voilà. Etc. Racine donc 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré c'est 16, voilà, etc. Ça à connaître.
Donc jusqu'à racine de 100 qui est 10. Question 2. Alors là, il y avait un petit piège. Donc évidemment, vous avez que, attention, l'élève qui m'a répondu ça. Alors c'est pas forcément le même élève, hein, pardon. J'ai pris les erreurs dans différents questionnaires. C'est pas toujours le même élève. Hein. Donc j'ai pris là où il y avait des erreurs, c'est là où c'est plus intéressant. Là, il y a un petit piège. Donc, on a envie d'écrire que racine de 16 plus pardon, vous voyez la barre, il faut qu'elle s'arrête là, plus racine de 9, c'est aussi égal à racine de 16 plus 9. Et c'est égal à racine de 25. Et au passage, on pouvait écrire que c'était 5. Or que... Mais ça, c'est faux, d'accord? Ça, je le dis, je le redis, ça, c'est faux, d'accord? L'addition n'est pas compatible avec la racine carrée. Il faut donc, je vous rappelle, donc là, tout simplement, comme si vous avez un petit peu de réflexe dans votre... ah oui, mince, mon écran. Il faut que je mette ma balle et mon chargeur. Donc, si vous connaissez un petit peu les valeurs, les valeurs connues de la racine carrée, non, ça c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, ça c'est connu, d'accord? Ça vaut 4, ça c'est connu, ça vaut 3, et au final ça fait donc 4 plus 3, et ça fait 7. Donc la réponse, là, il faut les cocher ici. Et ensuite, au passage, quand vous regardez, et vous regardez que racine de 49, ça vaut combien? Voilà, ça aussi c'est connu, ça à connaître, hein, racine de 49, donc il y avait deux réponses possibles. Donc ici, il ne fallait pas forcément utiliser, donc il n'y avait pas de résultat du cours de propriété particulière, il fallait simplement calculer la racine de 16 et la racine de 9, ça faisait racine de 7, et voir que parmi les réponses proposées, il y avait racine de 49, et racine de 49, ça vaut 7. Voilà. Ensuite, question d'après. Question 3, ben pareil, ici, il fallait donc trouver des formes pertinentes. Donc si j'écris là sur le côté, évidemment, 90, il est normal de penser que c'est 9 fois 10, mais donc là, on regarde si c'est pertinent d'écrire ça. Et ça, c'est pertinent ou pas? Oui. Oui, parce que racine de 9, ça vaut 3 et 5. Voilà, et ça fait racine de 10. On le laisse comme ça. Donc c'est bon. La réponse A, c'était ici. Et ici, par contre, il n'y avait rien de pertinent, puisque à chaque fois, il n'y avait aucune valeur de racine connue. Alors, par exemple, si je prends lui, bah, j'ai envie d'écrire racine de 5 fois racine de 18. Bah, ça, c'est moins pertinent, parce que je ne connais pas la racine de 18, je ne connais pas la racine de 5, donc c'est pas pertinent. Pareil pour lui, bon, je le ferai pas, d'accord, c'est pareil. Pareil pour lui. Et là, il y avait un plus, alors là, ça c'est pas du tout intéressant. Avec l'addition, c'est pas du tout intéressant. Donc, il n'y avait qu'une seule réponse, c'était la A. C'est bon? S'il y a des questions, n'hésitez pas à... Merci pour les captures d'écran, je vois, je sais pas qui les fait. Je vais écrire ça, du coup. Donc, si c'est... il faut bien réaliser ce qui est pertinent ou pas dans votre... dans vos calculs. Alors ça, c'était la question combien, Noah? Ça, oui. Alors, question 3, tu peux y aller, Noah. Je vais pas faire plus. C'est donc c'est pareil que la question 2. Donc, le fait que ce soit pertinent ou pas. Ensuite, question 4. Ici, donc, pareil, même question. Donc, le premier, le A. Est-ce que c'est pertinent d'écrire racine de 5 fois racine de 10? Ben non, c'est pas pertinent. Je connais ni racine de 5 ni racine de 10. Ça, c'est pas pertinent. Ok. C'est cette question qu'il faut vous poser. Pareil pour ici, c'est pas pertinent. Ah si, c'est pertinent, pardon, ici. Racine de 25 fois racine de 2. Mais comme je connais la racine de 25, c'est 5. Voilà. Donc ça fait racine de 2. Bon, pour l'addition, il est clair que ça, c'est pas pertinent à cause de l'addition. D'accord? Quand il y a une addition sous la racine, ça ne me permet pas de passer la forme A racine de B. Ça, c'est pas pertinent. Non pertinent. Ok? Donc là, capture d'écran. Donc comme j'ai bien détaillé le 1, je détaille beaucoup moins les autres, hein, mais c'est le même raisonnement. Il faut regarder si c'est pertinent ou pas. La dernière question.
pareil. Qu'est-ce qui est pertinent? Est-ce que je connais la racine? Donc là, à chaque fois, donc, je fais le premier pour voir si c'est pertinent, puis après, c'est le même raisonnement. Là, racine de 8 fois racine de 10, ça, c'est pas pertinent, puisque je connais pas la racine de 8, je connais pas la racine de 10, donc ça, c'est pas pertinent. Par contre, ce qui est pertinent, ça, c'est pas pertinent, je connais pas la racine de 40, ni celle de 2. Et là, celui-là, il est pertinent, puisque regardez, quand j'écris racine de 4 fois racine de 20, ça, je connais la racine carrée de 4, qui est donc 2 racine de 20. Ok, donc ça, c'est pertinent. On pouvait encore poursuivre, mais bon, j'ai pas poursuivi la chose, mais on pouvait poursuivre et mettre donc, on pouvait rajouter encore que 20, je peux l'écrire comme 4 fois 5. Et donc, si je pouvais poursuivre le calcul, ça fait racine de 4 fois racine de 5. Et à la fin, donc, ça vaut 2 fois 2 fois racine de 5. Et donc là, ça faisait donc 4 racines de 5. Là, pour les additions, c'est pas pertinent, donc ça, c'est pas pertinent. Est-ce que c'est bon, ça? Ok. Et voilà, dernière question. Capture d'écran, on arrête. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans la barre là, du salon, là, ou oralement, si vous pouvez le faire, évidemment. Des questions? Non? On passe donc à la correction de l'exercice 5, page 156. Et là, c'était typiquement dans la continuité du questionnaire. Donc ici, il faut mettre sous la forme A racine de B, avec A et B des entiers, et B le plus petit possible. Donc là, c'est un peu plus difficile que ce qu'on avait rencontré jusqu'à présent, mais bon, il faut un peu réfléchir. Donc là, ici, racine de 48, vous voyez? Ce que je peux me dire, c'est que là, j'ai un multiple de 4, vous voyez? Donc déjà, je peux écrire 4 fois 12, merci. Donc là, j'applique le cours. Donc d'accord. Je rappelle le cours ici dans un coin, ici peut-être. Je vais mettre le cours ici, là, ici. Ce qu'on va utiliser, c'est le fait que racine de A fois B, c'est racine de A fois racine de B. À chaque fois, je vais utiliser ça. Oula. Alors, je sais pas pourquoi mon stylo il fait ça. Maintenant, j'y vais. Donc là, je décompose ça en racine de 4 fois racine de 12. Racine de 4, c'est connu, ça vaut 2. Ok. Donc là, ça me fait 2 racines de 12. Et là, il faut se poser la question, est-ce que 12, c'est le plus petit entier positif possible? Bah non, puisque 12, je peux l'écrire comment? Voilà, 4 fois 3. Oui, je vais par étapes. Alors, je peux écrire 2 fois 6. Est-ce que c'est pertinent 2 fois 6? Non, parce que ni racine de 2, ni racine de 6 sont des valeurs connues. Donc je change, je prends la... C'est pour ça que le questionnaire vous faisait travailler ça. Je prends la décomposition en facteurs la plus pertinente. Donc 4 fois 3, ça marche bien. 6 fois 2, ça marche pas bien, puisque je connais pas la racine de 6, pas la racine de 2. Par contre, ça, je connais la racine de 4. Donc ça va faire ça fois racine de 4, fois racine de 3. On l'a dit tout à l'heure, racine de 4, c'est 2. Donc ça va faire 2 fois 2. Fois racine de 3, et je peux écrire tout simplement 4 racine de 3. Et là, je vois bien que 3, c'est le plus petit possible, parce que si j'essaie de décomposer 3, en plus 3, c'est un nombre premier, il n'y a que 3 fois 1 qui marche. Et donc, ça va vraiment m'apporter d'écrire 3, que 3, c'est 3 fois 1. C'est bon? Pareil pour le B. Alors, le B, racine de 80. Bon, on pouvait dire que racine de 80, c'est racine de... qui me propose une décomposition 10 fois 8. Alors, admettons, mais 10 fois 8, c'est pas pertinent. Mais ça n'est pas grave. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est regarder si dans l'un des facteurs, je peux le décomposer aussi de manière pertinente. Par exemple... oui, mais par exemple... on pourrait faire 16... Mais par exemple, le 8, je peux le décomposer encore. Je vais mettre sous la racine. En 2 fois... Voilà, 2 fois 4.
Ah oui, non mais on peut faire beaucoup plus rapide, mais si vous n'avez pas l'idée, genre, vous pouvez tâtonner si vous voulez. Voilà, il y a des méthodes, on peut aller beaucoup plus vite, mais là, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'en tâtonnant, on peut y arriver. Donc, par exemple, là, 10 x 8, j'y pense, c'est pas très pertinent, mais je vois que 8, par contre, je peux l'écrire comme 2 x 4. Et donc, ça vaut 8. Maintenant, ça, je peux l'écrire comme racine carrée de 10 x 2, d'accord, et j'isole racine de 4. Vous comprenez? Ça, je tâtonne, hein, je suis un élève qui n'a pas de bons réflexes, ça arrive, hein, il y en a plein. Donc, admettons, là, je calcule, ça fait 20, voilà, et là, je calcule, ça fait 2. Donc, au final, donc je détaille vraiment beaucoup, ça fait 2 racines de 20. Et je me dis, est-ce que 20, c'est le plus petit entier possible? Non? Bah, voilà, maintenant, j'ai un plus petit nombre, peut-être que je vois plus rapidement une décomposition intéressante en produit. Donc c'est 4 x 5, voilà. Et je recommence encore, je réutilise la propriété algébrique de la racine carrée ici. Donc ça racine de 4 fois racine de 5. Et au final, j'ai donc, ça vaut toujours 2, hein, on l'a dit plusieurs fois déjà, donc ça fait 2 fois 2. On peut mettre 4 directement, hein, si vous n'êtes pas obligé de tout détailler comme ça. 2 fois 2, 4, racine de 5. Ok ? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est comment on peut y arriver en tâtonnant, pas forcément sans calculatrice. Vous voyez, certains, vous avez le droit de des calculatrices, hein, mais si vous n'avez pas envie ou s'il y a un contrôle comme ça sans calculatrice, bah, il faut essayer de savoir, il faut apprendre à tâtonner. Un autre exemple assez simple, c'est mon téléphone, désolé. Donc, ici, racine de 288. Donc là, pareil, bah, c'est un nombre assez grand. Donc je vais tâtonner. D'abord, dans un premier temps, je vois que c'est un multiple de 2 ou un multiple de 4. Donc je vois que c'est un multiple de 4. Par exemple. C'est combien de fois 4? 72. Voilà, donc j'écris racine de 72 fois racine de 4. Voilà. Ça me fait, donc ça fait 2. Je rappelle, je ne vais pas à chaque fois le rappeler, enfin le réécrire parce que ça me fait gagner du temps. Et au final, j'ai ça. Maintenant, on se pose la question, est-ce que racine de 72, c'est ce qu'il y a de plus petit pour B, 72, est-ce qu'il y a de plus petit? Bah, comme 72, c'est assez grand. Je vais essayer de décomposer en quoi, par exemple, 72? En 2, déjà, on voit la moitié de 2. C'est quoi la moitié de 72? 8 x 9. Ah, c'est 8 x 9, c'est connu ça, oui, c'est très bien. 8 x 9, bah, très bien. Donc au final, j'ai 2 racine de 8 fois racine de 9. Racine de 9, c'est connu, ça vaut 3. Donc ça fait 2 racine de 8 fois 3. Et là, je peux simplifier, parce que je rappelle qu'il n'y a que des multiplications là. Donc je peux faire 2 fois 3, 6. Fois racine de 8, ça fait 6 racine de 8. Et là, on se pose encore la question, vous voyez, on peut encore poursuivre. Est-ce que racine de 8, c'est le plus petit entier possible? Bah non. Pourquoi 8, on peut le décomposer comment? Voilà, 2 fois 4. Vous voyez comment on peut y aller à tâtons? Il faut que j'éteigne vraiment mon portable. Enfin, je vais le mettre... 8 x 2, merci, j'étais voilà. Ah oui, ça fait 16. Attendez, c'est moi que je me suis trompé. Oui, ma gomme. Hop là. C'est 4 x 2. Donc ça fait 6 racine de 4 fois racine de 2. J'applique toujours la propriété qui est en haut là. Pour ceux qui n'ont pas compris encore. 6 x 2, racine de 2. Et j'écris donc 12 racine de 2. Et là, évidemment, 2, à part écrire 2 fois 1, je ne peux pas faire mieux que racine de 2 là. Donc 2, c'est le plus petit entier possible. Voici comment ça fonctionnait. Donc pareil, alors là, le D, racine de 150, on pense tout de suite à 15 fois 10, mais c'est pas très pertinent. Je connais ni la racine de 10 ni la racine de 15, mais je vais essayer de décomposer.
Par quoi? Bah, par exemple, regardez, si je fais comme ça, je vois que 10 c'est 5 fois 2. Mais il n'y a ni 2 ni 5 qui m'intéressent. Mais 5, 15, c'est aussi 5 fois 3. Et là, je vois que j'ai 5 fois 5. Ça fait combien 5 fois 5? Voilà, donc en fait, sans utiliser ma calculatrice, je vois que c'est 25 fois 6. Et 25 fois 6, racine de 25 fois 6, je peux dire c'est racine de 25 fois racine de 6. Donc ça fait racine de 25, donc ça c'est à connaître, c'est donc 5. Racine de 6. C'est bon pour tout le monde? Donc ça c'est une... Oui? Est-ce qu'on pouvait faire racine de 2 fois racine de 144? Oui, on pouvait. Mais pour le D? Non, pour le C. Ah oui, on pouvait aussi. Bah encore faut-il connaître la racine carrée de 144. Moi je sais, peut-être que tu sais, c'est 12. Mais là je fais une correction pour une grande majorité. Mais on pouvait, oui. Là ce que je vous fais de vous montrer, c'est l'élève moyen qui connaît pas forcément bien ses racines carrées, mais qui connaît de base, celles qui sont de base. Donc on essaye de décomposer par des petits nombres, par des petits entiers, et au fur et à mesure d'affiner son résultat. Est-ce qu'on peut aller plus loin à chaque fois? C'est pas trouver en un seul coup, bon pour ceux qui arrivent tant mieux, mais c'est pas pour arriver en un seul coup, mais vraiment d'y aller étape par étape. Donc c'est possible. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui disent ah mais moi j'y arriverai jamais, je connais pas ceci, je connais pas cela, par exemple. Je connais pas bien je suis pas très bon en calcul, mais je pense que pour des petits calculs, vous pouvez y arriver. Alors, une A4, parfait, j'ai pas demandé. Je poursuis donc avec le E, voilà ici, comme ça j'ai l'expression sous les yeux. Ici le E, ici on n'était pas obligé de mettre sous la même racine, on va juste décomposer chacune des racines. 8 c'est 4 fois 2. Et 48, je peux l'écrire comment? 6 fois 8. Voilà. 48. Donc là, je décompose racine de 4 fois racine de 2. Là, je décompose racine de 6 fois racine de 8. Donc là, racine de 4, ça vaut 2. Donc ça fait 2 racine de 2 fois racine de 6. Alors si je peux pas le décomposer, enfin à part 3 fois 2, c'est pas très intéressant. Je pourrais pas aller plus loin que 3 fois 2. Donc je laisse sur racine de 6. Par contre, 8, comme tout à l'heure, bah, comme je l'ai fait ici, là, je vais l'écrire comme 4 fois 2. Je répète ce que j'ai déjà fait. Donc voilà. Donc ça va faire 2 racine de 2 fois racine de 6 fois racine de 4 fois racine de 2. Mais on peut aussi faire, monsieur, racine de 2 fois racine de 6 qui fait racine de 12. Et du coup, c'est racine de 6. Ça fait, non, ça fait 6. Oui. Oui, on pouvait. Enfin, là, je montre une méthode, il y en a plein d'autres, je suis d'accord. Donc ici, racine de 2 fois racine de 6. Racine de 4, ça vaut 2. Racine de 2, ça vaut ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez quoi? Je peux faire 2 fois 2, ça vaut combien? 4. 2 fois 2, 4. Et racine de 2 fois racine de 2, ça vaut combien? Racine de 4. Ça fait 2, 2. Oui, ça fait 2. Donc, comme l'a dit Mathieu, je vais faire comme ça. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4. Mais je connais racine de 4. Il vaut? Ça fait 2, racine de 6. Ça fait 2, voilà. Et donc là, ça fait racine de 8, ici. Alors voici comment vraiment en détaillant, en prenant le temps de bien réfléchir et pas faire n'importe quoi. Faut pas vous dire que c'est assez compliqué si vous tâtonnez. Là, j'ai vraiment beaucoup détaillé. On peut aller beaucoup plus vite. J'en ai bien conscience. Hein. Certains ont peut-être fait juste 2 lignes de calcul, voire même une seule ligne. Et on peut détailler comme ça en tâtonnant. Si on a un peu du mal sur un nombre, on n'a pas forcément l'idée qui peut aller très haut pour aller vite. Mais si on tâtonne, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à ce résultat qui est 8 racine de 6. Pas de problème. Là, c'est assez évident. 600, je vais l'écrire comment? C'est quoi fois quoi? 6 fois 100. Voilà, 6 fois 100. 100, normalement, vous devez connaître la racine carrée de 100. C'est 10.
Et est-ce que, donc là, ça va me faire, donc ça c'est un connu, hein, ça c'est 10. Donc là, ça va faire racine de 6 fois 10. Ça fait 10 racine de 6. Et est-ce que le fameux, sous la racine, est-ce que je peux pas faire un entier plus petit? Ben 6 c'est 3 fois 2. Mais est-ce que ça va m'aider 3 fois 2? Ça sert à rien. Du coup, ben, je vais laisser comme ça. Parce que si je devais écrire 6, j'écris là, mais bon, au brouillon par exemple. Si j'écris 6, que c'est 3 fois 2, je vais avoir donc ça. Racine de 3 fois racine de 2. Ben, ça, je connais pas. Ça, je connais pas. Donc, comme je l'ai donné sous la forme A racine de B avec une seule racine, et pas un produit de racine, là, ben ça, c'est pas pertinent. D'accord? Donc, c'est là où des fois, vous avez le droit d'essayer. Hein, ça, et voir que ça ne marche pas. Voilà. Je vous laisse faire une capture d'écran si c'est pas déjà fait. Voilà, on peut pas faire mieux. C'est bon? Ensuite, alors, avant de passer à la partie cours, j'aimerais vous présenter une autre manière de faire des questionnaires qui, je pense, me plaît plus. Donc, je voudrais tous faire ça, d'accord? Je vous enverrai un mail pour détailler ce que je vais dire là, pour ceux qui n'assisteraient pas donc à ce cours sur Discord. Donc, je sais pas si certains profs l'utilisent, je vais utiliser le site Cuisinière. Non, ça vous dit quelque chose? Alors le site Cuisinière, donc vous allez sur un moteur de recherche, hein, vous mettez Cuisinière comme ça. Alors c'est avec un Z, pardon. Hop, voilà. Donc vous allez sur le site Cuisinière, bon, voilà, sur ce site là. Donc vous avez l'espace prof, donc ça c'est mon espace, ça c'est votre espace à vous, d'accord? Donc vous avez deux manières de... normalement, voilà. De toute manière, je vous enverrai un lien. Je vous enverrai un lien pour aller à ce questionnaire. Soit vous pouvez flasher ce flashcode là. Soit vous allez directement sur le lien que j'ai mis là. Donc là, je vais retourner sur internet. Donc finalement, je vais ouvrir ici. Et je vais mettre ici. Et donc voici le questionnaire, comment ça va se présenter. Donc là il y a deux questions, j'en ferai pas plus parce que ça prend un peu de temps pour vous comme pour moi. Donc première chose à faire, vous écrivez votre nom, d'accord? Donc moi je vais mettre prof, vous mettez pas un pseudo, il faut que je vous reconnaisse, vous mettez par exemple, je sais pas, un élève, vous mettez Noah par exemple, je sais qui c'est. Votre nom de famille il n'est pas obligatoire, à part pour les Salomé, vous mettez Salomé Y, Salomé D, voilà. Ah oui, et les Pauline B et les Pauline V, voilà. Donc, à part ceux qui ont des prénoms, si vous savez qu'il y a une autre élève qui a le même prénom, vous rajoutez le nom, ou alors mettez mon nom de famille, c'est comme vous voulez. Mais il faut que j'arrive à vous identifier, vous mettez pas, je sais pas moi, je sais pas, n'importe quoi, vous n'allez pas mettre math 05, je m'en fiche, mais bon, pas de pseudo quoi. Et là, vous avez l'énoncé, d'accord? Et je vais vous demander, donc, en réponse, vous allez joindre un fichier. Par exemple, donc, pour répondre à la question, vous donnerez une photo de votre travail. Soit c'est une capture d'écran parce que vous le faites sur ordinateur dans le fond et vous faites une capture d'écran de votre travail, ou soit vous prenez une feuille et un stylo, vous écrivez votre résultat sur une feuille, vous prenez en photo et vous l'affichez et vous allez le mettre dedans. Il est important. Ah pourtant je l'ai modifié. Ah mince. Pourtant je l'ai modifié tout à l'heure. Pourtant il est important de bien mettre la photo dans le bon sens et soit bien cadré, d'accord? Donc moi par exemple je mets n'importe quoi, je mets lui. Ça c'était bon, c'est un truc de terminal. Je mets ma réponse, c'est ça. D'accord? Par exemple, pareil pour le celui-là, vous détaillez votre calcul. Alors un exemple peut-être de... Non. C'est plus pratique de faire avec Pronote. Non, parce que la différence avec Pronote, c'est que j'ai pas les détails de vos calculs. Alors certains mettent des réponses, je sais pas comment ils réfléchissent. C'est important de voir votre réflexion, vous comprenez? Alors les questions sont courtes, donc la rédaction sera courte, donc il n'y aura pas une page à faire, mais par exemple, souvent il y a des petits calculs à détailler, par exemple là vous pouvez mettre comme ça, voilà, ça c'est une copie de terminal, bon c'est pas grave, mais si vous
vous voyez, vous pouvez écrire ça, je peux voir ce que vous faites et je peux même corriger à la rigueur après. Vous comprenez? Voilà, c'est des petites questions, hein. J'aimerais que par exemple quand vous m'écrivez racine de 20, comment vous allez écrire sur la forme A racine de B, j'aimerais voir les calculs intermédiaires, parce qu'on peut taper à la calculatrice et trouver le bon résultat, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est de voir si vous avez bien compris les propriétés qui étaient en jeu. Là pareil, dans ce petit calcul là, comment je peux écrire sur la forme A racine de 2, si vous avez bien compris, j'aimerais avoir les petits détails. Et une fois que c'est comme ça, vous envoyez votre copie. Voilà, j'envoie, ok. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez relever votre petit... il y a un code copie, vous le notez quelque part, vous prenez une capture d'écran, c'est comme vous voulez. Et après, vous pouvez consulter la correction quand je vous aurai dit si c'était juste ou si c'était faux. Ok? Donc moi, dans ma partie enseignante, vous voyez là, j'ai le questionnaire 9 des secondes. Je vais là, peut-être plutôt, je crois. Et donc là, je peux voir le travail qui a été fait. Vous voyez ici, là, je vois, il y a le prof, c'est moi, j'ai donc répondu. Vous avez compris? Oui, monsieur, est-ce que vous pourriez directement mettre le lien dans Arsenal? Oui, bah, tout à fait, je le ferai. D'ailleurs, il faut que je le modifie parce qu'il manque une petite phrase. Pourtant, je l'avais modifié. Ah non, non, à tout le monde, à tout le monde. De quoi? Ah non, j'aimerais que tout... Non, comme c'est deux... Non, mais oui, non, c'est deux questions, deux petites questions. C'est deux calculs à faire, deux photos à prendre. Allez, ça prend une demi-heure, je pense, et pour les plus lents. Ça me permet de voir si vous avez compris. Le questionnaire, je vois que certains n'ont pas compris, donc j'aimerais voir dans le détail ce qu'ils n'ont pas compris. Vous comprenez? D'une part, c'est ça. Et deuxièmement, ça vous pousse à rédiger, à pas faire tout mentalement, parce qu'il y en a beaucoup qui font mentalement et qui font n'importe quoi. Enfin, et je vois pas ce qu'ils font mal. Enfin, des fois, vous faites des choses bien et des choses mal. J'aimerais trier voilà, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. D'accord? Peut-être, je vais refaire le questionnaire parce que normalement, j'avais rajouté un texte. Okay. Oui, donc attention, là, je l'ai marqué là. Je vais mettre en gras. Souvent, vous m'envoyez des photos. Elles sont pas dans le bon sens. C'est vraiment pénible. À chaque fois, il faut l'enregistrer, le mettre dans le bon format. C'est un peu pénible pour moi. Ok? Donc je vais enregistrer. Vous voyez, je vais faire ça. Et je vous le ferai tout à l'heure à la fin du cours. Ok? Je vous mettrai le lien. Je vais le rediffuser. Je referai ça. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est des nouvelles mentions? Dans le chat, Matt. Ah oui, c'est des... On est combien? On est 26, ce qui est pas trop mal. Voilà, mais je ferai une vidéo pour ceux qui n'étaient pas présents pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et je vais faire un petit essai avec deux questions. Peut-être que je vous le donnerai pour lundi ou pour vendredi, je sais pas trop. Je vais vous le donner pour vendredi à faire et pour ceux qui n'ont pas réussi, comme ça j'aurai le temps de recontacter tout le monde. Enfin, ceux qui n'y seraient pas connectés. Donc, on y va. On va passer donc... vous savez quoi là, comme on va changer de choses, on va faire une petite pause. Comme ça au moins. Au lieu de prendre la pause à 11h, on la prend la pause maintenant. Ça vous va? Ah bah non, vous la prenez maintenant. Là vous avez 5 minutes, allez 5, à peu près 5 minutes, à 45 on reprend le cours. Non, 5 minutes. Pause. Reprise. Non, pas à 11h. À 10h, allez, 50. Vous avez 10 minutes de pause. C'est pas mal. Ok? C'est bon? Et ceux qui seraient un peu en retard, ce serait l'occasion de... Alors, je vais mettre ce vidéo. On refait un petit appel rapide. Est-ce qu'il y a des nouveaux par rapport à tout à l'heure? Un petit peu, j'ai l'impression. Elliot n'est toujours pas là. Donc je sais pas pourquoi. Et d'autres aussi. Alors on y va. Alors pourquoi on s'arrêtait? Puisque on va maintenant passer au cours partie leçon. D'accord? On va donc poursuivre le chapitre. Donc je vous rappelle, on avait vu la fonction inverse. C'est le grand 2. On a fait le grand A. Ok? Maintenant on va passer donc, on a vu que la fonction inverse, donc c'est une fonction impaire. On avait écrit ici impaire.
Et maintenant, on va donc regarder les représentations. Et je vous rappelle qu'il y a 3 types de représentations. Donc le tableau de valeur, le graphique et le tableau de variation. Donc on y va, vous mettez grand B, ici, représentation dans votre partie leçon. Et vous mettez donc Scala. Une fonction a différentes représentations. Avec un S différente d'ailleurs. À différentes représentations. Et vous mettez donc grand petit a, tableau de valeur. On y va, vous faites ce tableau. Si vous voulez, je fais la capture d'écran, comme ça vous pouvez écrire tranquillement. Ah, c'est bon alors, je peux pas la faire. Ok, comme ça je bascule sur voilà, ma partie rédaction. Donc ça c'est grand B, donc 2.2 pour moi. Dans le grand 2, c'est le grand B. Vous pouvez rajouter un S si vous voulez à différentes représentations. Il y a un petit S là. Et donc on va essayer de calculer, vous allez essayer de calculer donc les images par la fonction inverse des nombres que je propose ici sur la première ligne. Dites-moi quand, enfin j'attends, je vais prendre 2-3 minutes. Et essayez de compléter au passage, il y a des valeurs avec vos calculatrices, hein, vous n'êtes pas obligé de faire de tête. Donc là je vais mettre pause d'ailleurs, je sais pas, je vais mettre pause, ça sert à rien de là. Donc ici donc 0 n'a pas d'image, on met une croix, donc 0, je vous rappelle que 0 est une valeur interdite pour la fonction inverse. Ensuite, pour les autres, bah du coup c'est quoi l'image de 1 le plus facile? 1, d'accord. Je rappelle que 1 sur 1, ça fait 1. Les plus faciles, l'image de 2, c'est quoi? 0,5. Oui, je fais 1 divisé par 2, c'est 0,5. Et 1 quart, c'est quoi? Moins 0, non, 0,9. Oh, voilà, on prend l'image de 4, c'est l'inverse de 4, c'est 1 quart, c'est 0,25. Du coup, au passage, on avait dit que la fonction, elle était impaire, donc l'image de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1, voilà. L'image de moins 2 par rapport à 2, moins 0,5, voilà. Vous faites 1 divisé par moins 2, c'est pareil. Hein. L'image de 4, c'est 1 divisé par moins 4, c'est aussi moins 0,25. Et quelle est l'image de 0,5? Oui, parce que si vous faites 1 divisé par 0,5, donc divisé par 1,5, c'est comme multiplié par 2. Ça fait 2, et là du coup là j'ai moins 2 au passage. Petit rappel ici, donc si je fais 1 divisé par 0,5, donc je peux aussi écrire que c'est comme 1 divisé par 1,5. Je détaille vraiment pour ceux qui ne connaissaient pas, enfin pas ce réflexe là. Et 1 divisé par 1,5, ça revient à 1 multiplié par 2 sur 1. Voilà, on multiplie par l'inverse ici là. Ok, au passage. Et donc, ça fait tout simplement 1 fois 2, ça fait 2. Donc c'est juste... Vous voyez bien que quand je prends l'inverse d'un nombre, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, là, il me l'a dit, quand je prends un nombre plus petit que entre 0 et 1, finalement, quand je prends l'inverse, vous voyez, son image est plus grande. Par contre, pour les autres, quand je dépasse 1, les images sont soit pareilles, donc 1 c'est pareil, mais pour 2 ça devient plus petit, pour 4 aussi, et pour 5, etc. Il n'y a que pour entre 0 et 1 ça marche. Si vous prenez l'image de 1 quart, ça fait 4 par exemple. C'est bon pour ça? Ensuite, donc petit... non, c'est bon. Ça, je l'ai dit oralement, je pense que ça suffit.
Ensuite, on va passer, donc je vais réduire, hop. On va passer grand petit b, la représentation graphique. La courbe, on va voir l'allure de la courbe. Pour ça, donc vous allez faire un graphique avec, comme il y a des, avec donc 4 carreaux pour une unité, 4, et encore 4 plus loin ça fait 2, 4 plus loin ça fait 3, on va de 4 à moins 4, de moins 4 à 4, pardon. Oui, L'allure de la courbe, c'est celle de la fonction inverse. oui, C'est celle de la fonction. D'accord. j'ai dit quoi? Parce que j'ai dit autre chose, peut-être que je me suis trompé. Il me semble que c'est celle inversée, c'est fonction racine carrée. Ah oui, là, parce que j'ai fait un copier-coller, merci. Ah oui, j'avais pas lu, pardon, merci. J'ai pas fait attention. Merci, j'ai pas, parce que j'ai fait un copier-coller de la fonction inverse. Merci. 11h, oui, bah 10, merci. Alors là, je parle. Pourquoi tu dis 11h, pas 10? Non, je répondre à mon frère. Ah, d'accord. Alors, je vais. Peut-être. Est-ce que je peux avoir. Je vais essayer de faire comme ça, peut-être. Non, c'est pas terrible. Ah oui, je peux faire comme ça, c'est déjà mieux. Voilà, comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Donc je vais mettre pause au passage parce que passage, hop. Non, je vais mettre comme ça, voilà. Et donc on y va. Donc on a vu, ah pardon, j'essaye de mieux cadrer, voilà, peut-être comme ça. On va regarder l'image de 0,5. L'image de 0,5, on avait dit que c'était dans le tableau 2. Donc ici, à la hauteur, là, c'est 2. L'image de 1, c'est 1. Voilà. L'image de 2, C'est 0,5. 0,5. L'image de 4, c'était... 0,25. Donc là, c'est pour ça que j'ai découpé en 4 la première les unités. Du coup, là, je peux facilement mettre un quart, c'est ici, 0,5. On fait pareil pour les autres, et vous remarquerez donc, comme c'est impair, il y aura une symétrie centrale par rapport au de centre l'origine du repère. L'image de moins 0,5, Elle sera pas axiale. non, elle sera centrale. Axial, c'est pour les fonctions paires. Donc là, ça va être en moins 2, ici. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de 2, c'est 0,5. Et l'image de 4, c'est moins 1 quart. Donc c'est là, c'est sur dessus. Alors, à quoi ressemble l'allure de la courbe? Donc si je relie les points, je sais que 0, c'est une valeur interdite. D'abord, pardon, ça bouge, pardon. D'abord, je vais relier ces points-là. Comme ça. Ah, je l'ai plutôt bien fait, là. Ok. Là, je fais pas... Oh mince. Hop. Et ensuite, je fais pareil ici. Je vais relier les points. Je fais pas une ligne brisée, hein. Ça, c'est bien comprendre. C'est comme c'est une courbe. Tout est un peu courbé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de 0, là? Les images qui sont entre 0 et 0,5. Par exemple, si je prends l'image de 0,25, c'est-à-dire de 1 quart, ça va être quoi l'image de 1 quart? 4, vous voyez, je peux l'écrire ici. Si je fais 1 sur 1 quart, donc je rappelle que c'est comme 1 divisé par 1 quart, c'est comme 1 fois 4 sur 1, ça fait 4. Donc vous voyez, là je vais pas le mettre parce que ça monte pas assez haut, mais ça fait 4. Du coup, plus ça va faire comme ça va monter très vite, enfin pardon, ça va monter comme ça. Ah mince, peut-être pas, je me prends mal avec mon stylo. Ça va monter comme ça, et ça va monter, ça va se rapprocher de l'axe des ordonnées sans jamais le toucher. Faut comprendre ça. Et c'est pareil ici. Donc du coup à droite là,
ça va être décroissant comme ci, mais ça va se rapprocher de l'axe des abscisses sans jamais le toucher. Vous comprenez? À la fin, ça va être 0,0001. Voilà, on a plus le nombre est grand, plus l'inverse sera très très petit, mais jamais, ça fera jamais 0. Si vous prenez 10, par 1 sur 10 c'est 0,1, 1 sur 100 c'est 0,001, etc. Donc là, vous voyez, la courbe elle fait comme ça, elle va venir, elle va tendre vers, on dit ça en maths, on va tendre vers l'axe des abscisses, mais sans jamais le toucher. Et là, de ce côté-là, elle va venir tendre vers l'axe des ordonnées sans jamais le toucher. Et là, c'est pareil. Pardon? Pardon? Ah non, elles vont jamais se relier. La courbe elle est en deux parties. C'est la même courbe mais elle est en deux parties. D'accord? Il y a une partie positive et une partie négative comme ça. Ok? Voilà. Ça s'appelle comment quand c'est comme ça, du coup? Ben on appelle ça, c'est pas une parabole, on appelle ça une hyperbole. Voilà, une hyperbole. D'accord? On va l'écrire comme quoi? Ah oui, comme en français, oui, c'est une figure stylistique. Ah oui, figure de style, pardon. Donc ici, on va écrire justement deux choses. Pardon, je vais peut-être faire comme ça. Alors, première capture. Attendez, il y a un problème là. Et pourquoi ça apparaît? Voilà. Première capture d'écran, si possible. Donc je pense qu'elle est prise. On va écrire en bas, donc deux choses. Remarque. Je vais regarder, il me reste 2 ou 3 chapitres. Ah oui, bon, je sais pas, tu peux prendre des feuilles si tu veux. Hein. Remarque petit a, donc on a vu que la fonction impaire, pardon, la fonction inverse est impaire. Et la courbe, donc la courbe elle est comment? Elle admet l'origine comme centre de symétrie. Donc la courbe admet l'origine du repère comme centre de symétrie. Donc vous voyez bien qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire une symétrie centrale, c'est quand je fais un demi-tour. Donc si la partie de la partie qui est là, je lui fais exercer, donc là, pardon, ici si je lui fais faire un demi-tour par rapport à l'origine du repère, ce demi-tour, il va venir se superposer à la partie qui est là. Donc ça c'est une chose. Donc là, s'il y a un centre de symétrie, c'était lié à la propriété qu'on a vue. Donc la propriété qu'on a vue dans le paragraphe précédent. Donc, première capture d'écran peut-être. Ensuite, remarque petit 2. La forme de la courbe, on appelle ça une hyperbole. Petit 2, donc la courbe, la forme de la courbe. Donc ça s'appelle une hyperbole. Donc pas confondre avec une parabole. Donc parabole c'est la forme des fonctions carrées, x au carré, et l'hyperbole c'est la fonction inverse. Donc dernière capture d'écran. Ensuite, on va passer donc au tableau de variation.
Donc, le tableau de variation. Alors, petit c, le tableau de variation. Ah oui, la capture d'écran elle est faite, merci. Hop, le tableau de variation. Donc, vous faites le tableau de variation. Je vais mettre un... Oui, donc on doit mettre 0. C'est une valeur importante. Et c'est une valeur interdite, d'accord? Donc ce qu'on va faire pour le tableau de variation, comme c'est une valeur interdite, on met une double barre comme ça, pour dire que c'est une valeur interdite. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une valeur interdite. Monsieur, Oui? pourquoi tableau de variation en variation de manière S alors que... Bah, de manière générale, il peut y avoir plusieurs variations. Ça peut être croissant ou décroissant de manière générale. Hein. D'accord. C'est pas forcément toujours juste croissant ou juste décroissant. Donc, de manière générale, dans un tableau de variation, ça peut varier, il y a des variations. Et du coup, comme finalement la fonction elle est définie sur moins l'infini 0 ouvert, 0 plus l'infini avec 0 ouvert, la fonction elle est en deux parties, et la courbe aussi elle est en deux parties, d'accord? Donc la première partie, par exemple la partie positive, la fonction elle est comment? Voilà, Elle est Décroissant. décroissante, et elle est aussi décroissante aussi dans la partie négative, d'accord? Il y a ces deux, on met deux flèches comme ça. On met pas une seule flèche décroissante. Enfin attendez, je vais effacer, mais il faudra pas le faire, d'accord? Même dans certains, enfin même vous allez voir en première, parce que vous allez beaucoup faire ça en première, certains font ça, ils font comme ça. Et non, ça marche pas. Enfin, c'est pas... Non, il faut bien comprendre que comme elle passe pas par 0, en fait elle est décroissante sur la partie où elle est définie, et elle est décroissante sur l'autre partie où elle est définie. Donc en fait, hop, voilà. Ah. Donc elle est décroissante comme ça. Et on met bien la double barre ici pour dire que c'est une valeur interdite. Ben voilà, vous voyez, ça c'est à connaître. Une manière de faire, surtout la double barre, c'est nouveau. Capture d'écran. Mais monsieur, 0 il est vachement exclu quand même parce qu'il est nul, il est interdit. Ben 0 c'est quand même, parmi tous les nombres, 0 quand même c'est une particularité, il est très particulier 0, oui. C'est ce qui le rend unique, contrairement aux autres nombres. D'ailleurs, il a été inventé bien plus tard que les autres nombres. Vous voyez, 0 c'était inventé quand on regarde l'histoire des nombres, au début, 0 n'existait pas. Hein. C'est une invention humaine. Parce que finalement, dire qu'il n'y a rien, on va pas compter quand il n'y a rien déjà. Quand j'ai rien, je compte pas. Ça, c'est déjà une notion incroyable. Enfin, dire que d'introduire 0, ça a été une révolution dans le monde des nombres. Hein. Donc, ça a été, cette invention, elle vient des Indiens, d'après ce que je sais, enfin, si je me trompe pas. Après, donc... Non, mais surtout, ça a permis de créer une structure sur l'ensemble des nombres et des opérations. Enfin, ça a vraiment été une révolution. Avec 0, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a permis de faire des calculs, etc. Ça a permis vraiment de changer la manière de voir les nombres. Il est arrivé tard, lui. Parce que... Oui, 0, c'est arrivé assez tard. Je sais pas les dates à voir sur le web, là, sur Wikipédia. Donc 0, c'est vraiment un nombre donc, je sais que ça a apparu en Inde, je sais pas quand exactement. On le voit sur certains écrits. Mais au tout début, 0, les Grecs ne connaissaient pas 0. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Grecs, quand ils faisaient des maths, Pythagore, Thalès, Archimède ne connaissaient pas 0. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le monde. Pardon? La religion aussi qui disait que 0 c'était le malheur. Ah oui. Comme dans toute découverte scientifique, à chaque fois qu'il y a une nouveauté, comme toute nouveauté, même pas forcément dans le monde des maths, mais dans le monde des sciences, mais dans la vie, souvent c'est rejeté. Quand on dit, ah ben on va introduire un nombre 0, il y a toujours des scientifiques qui vont dire, ah non, c'est pas possible, ça n'a aucun sens, c'est une absurdité, c'est une abomination. Pour tout. Vous voyez, il y a toutes des inventions qui ont un peu changé
qui ont un peu révolutionné soit dans leur domaine, soit le monde, ça a toujours été mal accueilli. Hein. Je sais pas, il y a d'autres exemples comme ça, mais il y en a plein, qui au début on pensait que c'était inutile, voire même dangereux, et à la fin se retrouve, ça devient une pièce maîtresse pour construire un nouveau monde, quoi. Apparemment, il daterait de 300 avant Jésus-Christ 0 et ce seraient les Babyloniens qui l'utilisaient. Ils avaient la forme de 2 barres. Ah oui, voilà, très bien, intéressant. Il me semblait que c'était en Inde, que bon, peut-être que enfin, ça c'est pas... Mais c'est que les Babyloniens étaient très en avance aussi dans les calculs, ça aussi c'est pas étonnant. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, une fois qu'on a vu toutes les représentations, d'accord, donc voilà, maintenant on va passer dans un exercice type, exercice méthode. Et là je me suis trompé, j'ai fait un mauvais copier-coller, je vais le barrer, donc je vais le faire sur mon truc, sur ma feuille. Là, vous allez écrire exercice méthode à la suite, et bien sûr vous mettez encadrer, comparer avec la fonction inverse, bien sûr. Donc ça c'est un mauvais copier-coller. Donc vous écrivez pas tout, vous écrivez simplement le petit 1 et après en fonction on fera progressivement. N'écrivez pas tout d'un coup, on fait le 1, puis après je vais essayer d'écrire le 2, puis après on fera le 3. C'est parti, course à la suite. Vous voyez là je te montre Noah, on a fait ça, c'est à la suite. C'est un exercice type à savoir faire. Donc c'est toujours partie leçon. Ah oui, que ça cause. Donc, vous écrivez exercice méthode, comparer, encadrer avec la fonction inverse. Et là, sans utiliser donc la calculatrice, qu'on va comparer 1,17 et 1 sur 17, 1 sur 23. Monsieur, Oui, dans l'exercice méthode, c'est marqué comparer encadré avec la fonction racine carrée. ah oui, alors c'est mauvais. Alors, regarde bien sur la capture d'écran. Oui, c'est la fonction inverse. Je me suis trompé, j'ai fait un mauvais copier-coller. Donc à chaque fois, ce qui est attendu dans ces exercices méthodes, c'est pas de savoir la bonne réponse, mais c'est vraiment de justifier. Donc comme toujours, quand on va justifier les encadrements et des comparaisons, on va utiliser quoi? Voilà. Ou soit on fait des phrases, comme je l'ai dit, comme certains m'ont demandé une fois, soit je dis que je fais des phrases, ou soit je fais un tableau de variation, et je pense qu'à faire un tableau de variation, c'est plus rapide que d'écrire des phrases, c'est plus simple. Enfin, ça, c'est mon opinion. Donc, on y va. Je vais essayer de comparer les deux, 1 sur 17 et 1 sur 23. Je fais un tableau de variation. Donc, j'oublie pas la double barre pour la valeur interdite. Je vais mettre mes doubles barres ici. Hop. Et là, je mets 0. Et donc là vous avez x moins l'infini plus l'infini. Et là vous avez la fonction 1 sur x. Et on avait juste à l'instant, c'était décroissant ici, et c'était décroissant ici. Donc, je vais essayer de placer sur les flèches 1 sur 17 et 1 sur 23. Donc si je dois placer sur les flèches 1 sur... Parce que je dois placer sur les flèches, je le rappelle, parce que là c'est les inverses. Donc les inverses c'est donc dans la partie où il y a les flèches. Mais avant ça, il faut que je place... Qu'est-ce qu'il faut que je place au niveau de la ligne en X? Les deux valeurs, C'est-à-dire, bah 10. 1 sur 17 et 1 sur 23. Je vais le placer sur la barre des X là? Bah non. 23. On va passer 23 et 17. Voilà, on va placer 23 et 17 pour avoir les images 1 sur 23 et 1 sur 17. D'accord? C'est bon, t'as compris Badis? Non. Donc,
tu dois placer 1, 17 et 1 sur 23. Où est-ce qu'il faut le placer 1 sur 17, 1 sur 23 déjà en premier? Où est-ce qu'il va se trouver? Dans la partie en X ou dans la partie 1 sur X? Ah non, la partie en bas. La partie en bas. Mais pour bien les placer, avant, il faut que je place des nombres sur la partie en X. Et donc, qu'est-ce qu'il y a pour inverse 1 sur 17 et 1 sur 23? Ben, c'est 17 et 23. Donc là, je vais placer ici 17, parce que c'est le plus petit, c'est lui qui est plus proche de 0. Et 23, il est après. Donc là, je mets 23. Ok? Et du coup, là, je prends les images. Et là, je peux placer correctement, enfin, en tout cas schématiquement, 1 sur 17. Et là, je vais placer 1 sur 23. Vous comprenez? Du coup, il y a qu'est-ce qui est le plus grand, qu'est-ce qui est le plus petit alors? Le plus grand, c'est un 17. Voilà, c'est le plus grand puisqu'il est en haut. Donc on peut marquer qu'on a donc 17 est plus petit que 23. Et vous remarquez, comme c'est décroissant, 1 sur 17, on va mettre alors. 1 sur 17, lui par contre, il est plus grand sur 1 sur 23. Donc vous voyez que quand au départ l'image est plus petite, enfin quand le nombre est plus petit, les images elles sont inversées. Donc on change le sens de l'inégalité puisque la fonction est décroissante. Donc ce qui est petit au départ devient ce qui est plus grand à l'image. D'accord? C'est bon? C'est logique, d'accord? Quand j'ai un gâteau, si on est 5, donc 5 c'est plus grand, mais quand je divise les parts par 5, 1 cinquième ça devient petit. Ah bon, donc peut-être pas bonne idée ça, c'est image. Ensuite, on passe au petit 2. Alors capture d'écran, si c'est pas déjà fait. On passe au petit 2, donc on va encadrer 1 sur x, donc ça on l'a fait, enfin comment dire, en termes de méthodologie, il n'y a rien de nouveau, c'est juste qu'on change de fonction. Donc on va essayer d'encadrer 1 sur x. Alors, ici petit 2. Ah, pardon. Merci à toi en tout cas. Petit 2. Je vais le faire là, j'ai un peu de place. Pareil, je dois justifier. Je vais donc faire un autre tableau de variation. Donc c'est un peu, on va souvent faire ça. Hop. Je vais le faire pour les deux comme ça. Je vais le faire assez grand pour les deux questions. Double barre. Pour 0 là. Et je vais faire les flèches au passage aussi avec la règle. Ou dans le même tableau, parce que je vois que c'est possible. Enfin, ça va pas empiéter l'un sur l'autre. Parce que j'arrive à anticiper le hop, 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 hop. Donc là, vous avez 0. Là, vous avez x moins l'infini plus l'infini. Et là, vous avez f de x qui est 1 sur x. Donc là, je dois encadrer donc 1 sur x lorsque x appartient à 2,9. Donc je laisse le faire. Là je vais mettre petit a ici. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je vais placer 2 et 9. Je vais placer dans quelle ligne 2 et 9? La ligne en x ou la ligne en 1 sur x? En X. Voilà, en x, parce que c'est clairement x appartient. Donc je vais le faire. Donc là, je vais prendre ma couleur en vert. Hop. Donc j'ai placé 2 et 9. 2, je le mets là. 9, je le mets plus loin. Peu importe, je le mets là. Et du coup, là, je vais mettre des images sur la flèche. Image de 2, c'est 1 demi ou c'est 0,5, c'est comme vous voulez. Et 1 neuvième, par contre, je peux pas faire mieux, ce sera 1 neuvième. Pour 9, ce sera 1 neuvième. Je peux pas faire mieux en termes de précision. Mince. Donc, si x appartient à 0,5, qu'est-ce qu'on peut dire de 1 sur x? Donc, je rappelle ici, là, le x, il est là. Et 1 sur x, il est là. Alors que je vais prendre ma règle. Et je vais prendre. Donc x, il appartient à l'intervalle de 9.
D'accord? Et du coup, 1 sur x, il va appartenir à quel intervalle? Un deuxième, un demi sur un Voilà. Donc, on commence par le plus petit. Donc, on commence par quoi? neuvième. Voilà. On commence par 1 neuvième, c'est le plus petit. Donc, si x, il appartient à 2, 3, alors... Il faut que je change l'épaisseur. Alors, je vois que 1 sur x, lui, il va appartenir à l'intervalle... je commence par le plus petit. Je ne mets pas 1 demi, 1 neuvième, mais je mets plutôt le plus petit d'abord. 1 neuvième, 1 demi, ou 0,5 si vous voulez. Ou alors, on peut... Voilà, on peut écrire en forme d'inégalité, comme ça. On peut écrire comme ça. C'est comme vous voulez. Voilà, ou comme ça. Oui, c'est exactement ce qu'on fait depuis pas mal de temps, là. Depuis même le confinement, on l'a fait pour la fonction carré, on l'a fait pour la fonction cube. Là, on l'a fait pour la fonction racine carrée. Et là, on refait pour la fonction inverse. Donc, si vous avez compris, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Ici, pareil, pour le petit b, j'ai donc x qui appartient à l'intervalle moins 3, moins 11. Monsieur, Oui. vous n'avez pas inversé Inverser quoi? dans le A les égalités dans le OU? Merci, t'as raison. Oh oui, bah fais attention, je sais pas pourquoi. Merci, bah 10. Hop. Donc voilà. En plus la capture d'écran n'était pas faite, c'est parfait. Donc première capture d'écran là pour la suite. Alors ensuite on fait la même chose. X il appartient à moins 3, moins 11. Donc on va écrire moins 3, moins 11 ici. Là. Donc moins 3 c'est ce qui est plus proche de 0. Là je vais écrire moins 11 plus loin. Attention, les crochets sont ouverts ici. Donc là c'est x. Donc premier point. Ensuite, donc je vais regarder les images. C'est quoi l'image de moins 3? Moins 1 sur moins 3. Oui, 1 sur moins 3. Donc il y a bien un moins ici. Et pour 11 badistes, comme tu pars, c'est quoi? 1 sur moins 11. Voilà, c'est l'image inverse. Et là donc, on voit que si x il est entre moins 3 et moins 11, ou moins 11 et moins 3 plutôt. D'ailleurs, je me suis trompé, pardon, il y a une erreur. J'ai pas fait attention. Là, il y a une erreur. C'est pas ça qu'il faut écrire, personne me l'a dit. C'est moins 11 d'abord, c'est le plus petit, moins 11, moins 3. Pardon, là je me suis trompé. Donc là, c'est pas bon du tout. C'est moins 11. On commence toujours par le plus petit. Donc là, ici, sur ma flèche, voilà, j'ai les 1 sur x. Et là, les crochets sont ouverts. Alors c'est pas très beau, je le referai en vidéo. Là, c'est 1 sur x. Ok. Donc résultat, si x il appartient à moins 11, moins 3, alors qu'est-ce qu'on peut dire pour 1 sur x? Il appartient à quoi 1 sur x? Moins 1 tiers. Voilà. Moins 11, moins 1 sur moins 11, point virgule,
1 sur moins 3. Et les crochets sont ouverts. On peut écrire sous forme d'inégalité si vous voulez. Donc 1 sur x, il va être compris donc strictement entre moins 1 sur moins 11 et sur 1 sur moins 3. Monsieur, Oui, je ne vois plus l'écran, moi. parce que Tu vois l'écran, c'est bien? Non, moi, c'est un écran noir qui change. Oui, pareil. Moi, je vois pas. Je voulais pas dire parce que je pensais que j'étais le seul. ah bah non, je sais pas. Moi tout va bien. J'ai toujours une connexion. Je crois qu'il a pris l'écran. Ah, c'est bon. C'est bon? Mais c'est bon. C'est bon. Ouais. Donc je refais un petit appel au passage qu'il y ait des nouveaux qui sont venus depuis. Hop, que pour une grande majorité c'est compris. Ensuite on va passer au petit 3. D'accord? Donc je vais décaler. Je vais mettre suspens. Petit 3. On fait toujours la même chose. Donc tableau de variation. Donc, on va en faire deux, je pense, là, pour que ce soit bien clair. Premier tableau de variation. Hop. Hop. Valeur interdite, ici. Hop. Hop. Décroissant. Décroissant. On va peut-être faire deux tableaux de variation. Tiens, on va faire deux tableaux. Bon, je sais pas. On verra. Donc ici, on va... Donc là, c'est pas la même chose que dans le petit 2. Là, j'ai l'encadrement de 1 sur x. Et je cherche à encadrer x. Donc 4 et 13, je vais les mettre où? Donc dans la ligne X. Oui. Raté. Puisque 4 et 13. 4 et 13, ça associe à quoi 4 et 13? C'est associé à 1 sur X. Ah. Donc contrairement à tout à l'heure, vous aviez... Ah oui, j'ai déplacé là. Mais contrairement à tout à l'heure, si je déplace ça, je vais le remettre ici. Contrairement à tout à l'heure, vous avez X qui appartient à 2 neuvièmes. Donc c'est X qui appartient entre... Enfin, 2 neuvièmes. X appartient à l'intervalle 2, 9. Donc le 2 et le 9 s'associent à X. Donc je mets dans la ligne des X. D'accord? Alors qu'ici... le 4 et 13, c'est associé à 1 sur x. Donc vous mettez les 4 et le 13 dans la partie qui correspond à 1 sur x, c'est-à-dire sur les flèches. C'est clair ça? Donc ça c'est des petits pièges. Je vois que vous n'avez pas encore les bons automatismes. Donc là vous avez donc ici vous mettez 4 et 13. Et comme c'est des valeurs positives, c'est forcément ici. Ah non. Monsieur, du coup, en haut, sur la ligne de x, ce sera 1 sur 13 et 1 sur 4. Ah ben non, on va poser la question. Ah ben non, ça marche pas. Donc d'abord, on va voir ça. Je mets 13 en haut, pardon, parce que je m'étais trompé. 13, il est le plus grand, donc il est forcément en haut de la flèche. Et 4, il est plus petit, il est forcément en bas de la flèche. Vous comprenez? Je vais effacer là. Je vais mettre plus l'infini, plus à droite. Ah, du coup, faut trouver un truc sur 1 sur quelque chose et c'est égal 4. Voilà. Donc là, on va chercher, tout à fait. On va chercher les antécédents de 4. L'antécédent de 4 et l'antécédent de 13. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un nombre, que j'ai appelé par exemple x, qui a pour image 4. Bah, 1 sur 4. Oui, 1 sur 4, oui. Alors, comment on peut le faire? Soit on fait un produit en croix, il y a plusieurs manières, soit on le sait, enfin je sais pas, bon, pour expliquer de manière plus claire à tout le monde, si je cherche x là, je fais un produit en croix, et x c'est
1 fois 1 divisé par 4, ça fait 1 quart. Donc là, je mets ici 1 quart. 1 quart. Mais monsieur, c'est ce que je vous disais, Ah bon? avec 1 sur 13 aussi, pour 13. Ah, j'ai mal compris. Je pensais que tu allais... Enfin, je me suis trompé alors. Pardon. Là, pareil, je cherche un x tel que ça fasse 13. Je peux faire un produit en croix. C'est-à-dire que là, je mets sur 1. Et je fais 1 fois 1 divisé par 13. Donc, je peux pas faire mieux que 13. Là, j'aurais pu écrire 0,25 si vous voulez. Hein. Mais pour bien comprendre la liaison entre le 4 et le x que je trouve, vous voyez qu'en fait, finalement, là, je prends l'inverse de ce qui est là. Quand c'est 4, je prends l'inverse, c'est 1 quart. Quand c'est 13, l'antécédent, c'est 1 sur 13. Ok? Donc, mon 1 sur x, là. Mince. Mon 1 sur x, ici, lui, il est compris entre 4 et 13. C'est bon, ça? Et c'est inférieur ou égal. Donc là j'ai 1 sur x. Donc, pour mon x, dans la partie x, là, pour mon x, il va être ici, forcément. Donc, entre là et là, du coup, au crochet fermé. Là, j'ai x. Donc, au final, x, il est compris entre quoi et quoi? Entre 1/13 et 1 quart. Voilà, 1/13 et 1 quart. Ou 0,25 si vous préférez. Mais en tout cas, 1/13, je ne peux pas l'écrire mieux que 1/13. Donc, capture d'écran. Là, monsieur, on a 1 sur 13 qui est plus petit que 1 sur 4. Mais en bas, là, dans la partie fx égale 1 sur x, 13 il est plus grand que 4. Oui, c'est ça. Parce que, Là, on étudie juste là, tout. parce que du fait qu'on prend l'inverse, les inégalités changent de sens. Vous voyez, 13, il est plus grand que 4, mais son inverse, 1 sur 13, il est plus petit qu'1 sur 4. Vous voyez? Monsieur, Oui. et en fait, si on partait de en haut, d'abord, C'est quoi de en haut? De la partie en x? oui, Bah oui, mais si t'aurais pensé à mettre 1 sur 13 et 1 quart? je sais pas. Bah, le truc, c'est que tu pars de ce que tu sais. Tu sais que 1 sur x, il est compris entre 4 et 13. Donc tu peux déjà compléter la flèche, tu vois. Et après, chercher les antécédents de 13 et de 4. Tu comprends? Mais en fait, si on partait de haut, c'était comme si on faisait 1 et du coup, non. J'ai pas bien entendu parce que ça a grésillé. Si on partait d'en haut, par exemple pour 1 sur 13, Oui, et pour passer à 13 oui, sous la forme de 1 sur x, on aurait fait 1 sur 1 1/13, oui, et ça ferait 13 au passage. ça fait 13 du coup. Ah d'accord. Ok? Il n'y a pas de contradiction. Mais en fait, monsieur, on a juste fait une équation et le 1, en fait, on l'a passé des deux autres côtés. Pardon? En fait, on a juste fait une inéquation. Oui, c'est ça. Enfin, oui, enfin une équation. Non, on a fait une équation si tu veux plutôt. Là, il y a une équation si tu veux. Mais si on passait de l'énoncé à la fin, en fait, on a passé le 1 divisé à droite et à gauche. Voilà. Du fait que ce soit... Bon, si oui, je l'ai pas dit, je vous attendais. Du fait que ce soit décroissant, vous voyez, quand je mets... Là, j'ai 1 sur x. Quand là, je passe à l'inverse, enfin, quand je prends du coup x, ben, finalement, je prends les inverses des autres extrémités, mais en inversant. Le 13, il devient 1 sur 13. Là, il était à droite, il devient à gauche. Et lui qui était à gauche,
il passe à l'inverse, 1 sur k, il devient à droite. C'est du fait que c'est décroissant en fait. Vous comprenez? Le tableau, je pense, c'est la référence, pas se perdre. On peut les, enfin, vous aurez l'occasion de bien maîtriser ça avec le temps. Mais je pense que le tableau, ça reste quand même une, en termes de compréhension et de schématisation, c'est important de comprendre ça. Après, on peut être plus à l'aise et aller plus vite sans avoir besoin du tableau, puisqu'on sait que c'est décroissant, donc on peut inverser. Mais ça, c'est plus une question d'habitude. Au début, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Et j'entends ça pour tout le monde. Hein. Il y en a qui ont déjà bien compris, je pense, mais pas forcément une grande majorité de la classe. Le tableau de variation reste un appui pour bien comprendre ce qu'on fait et pour pas faire n'importe quoi. Et je finis par le petit b. Donc là, je vais encore décaler, comme ça je vais... Capture d'écran, elle est faite, merci. Hop. Et là, je vais passer au petit b. Donc 3 petits b. Alors je fais encore mon tableau de variation. Ici. Je vais le faire grand. Hop. Je vais faire comme ça. Comme ça.